Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Et là, je voulais vraiment tout arrêter et juste aller m'amuser et profiter un peu de mon adolescence, quoi. Du coup, je fais part à Patrice que je veux arrêter le vélo et tout ça. Pour lui, c'est hors des questions. Et j'avais été sélectionné pour les championnats de France. Moi, je n'en avais rien à faire. Je voulais arrêter et profiter de mon été. Il me dit, ok, bah tu fais les championnats de France. Et après les championnats de France, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'arrêter, tu peux arrêter. Dans le sport, on se souvient de celles et ceux qui gagnent, mais rarement des remplaçants. Pourtant, dans une équipe, ils permettent souvent de solidifier le groupe et de motiver les troupes. Sans eux, la victoire aurait une autre saveur. Alors, mon invité du jour n'est pas que remplaçant. Bien sûr, il a aussi ses résultats individuels et pas des moindres. Il connaît les deux côtés du banc et donc il va pouvoir tout nous dire sur ce rôle si particulier. Je suis très heureuse d'être aux côtés de Melvin Landerneau aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Tribune et Podium. Bonjour Melvin. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes mais sans me parler de sport. J'ai 28 ans. Je suis né en Martinique. Je suis arrivé en métropole à l'âge de 5 ans et demi, en région parisienne. Et voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux me faire une phrase pour me parler de ton sport ? Je pratique le cyclisme sur piste. C'est du cyclisme avec des vélos classiques comme on peut voir pendant le Tour de France, mais avec quelques particularités. On n'a pas de frein ni de vitesse. On n'a pas de dérailleur, pas de roue libre. Ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter de pédaler une fois qu'on est lancé. Et ça se pratique dans des vélodromes. Et donc là, nous, on est sur un vélodrome. Et ce que je disais à Melvin en arrivant, c'est que je n'avais pas souvenir, puisque je suis rarement rentrée dans un vélodrome, que la piste était aussi verticale dans certains virages. C'est assez impressionnant. Celle-là, en plus, elle est à Saint-Quentin, elle est vraiment bien tracée. Donc, il n'y a pas vraiment de piège sur la piste. Donc, les virages, ils sont pas si relevés que ça au final, comparé à d'autres pistes qui peuvent être plus petites. Ça impressionne les gens, mais quand on est en bas ou en haut de la piste, c'est beaucoup plus impressionnant que quand on est sur le vélo. Donc, il faut essayer sur le vélo. Toi, comment tu as commencé le sport quand tu étais petit ? Est-ce que c'était via le cyclisme ou c'était avec un autre sport au début ? J'ai commencé par le foot. J'ai fait que 2 sports en club dans ma vie, le foot et le vélo. Et j'étais un peu hyperactif quand j'étais petit. Je voulais toujours jouer, aller dehors, faire plein de choses. J'ai commencé le foot. Mon frère faisait du vélo quand on arrivait en métropole. Parce qu'en Martinique, mes parents, ils aiment beaucoup le vélo. Ils n'ont jamais fait eux personnellement, mais ils aimaient beaucoup ça. En Martinique, le vélo sur route, c'est hyper populaire. Les gens, ils aiment beaucoup ça. Moi, j'ai commencé dans le même club que mon frère parce que mon entraînement de foot avait été annulé. Et sauf que je faisais déjà du vélo parce que j'allais au foot à vélo et je me baladais à vélo parce que j'aimais mais plus ça. comme un moyen de transport, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait du coup avec le club de mon frère. J'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai demandé à mes parents de prendre une licence. L'éducateur de l'époque, il a dit à mes parents, oui, ça serait bien qu'ils fassent du vélo. Et moi, j'aimais bien, du coup, j'ai commencé le vélo. Et c'était que sur route ou C'était que sur route au début, parce que j'étais jeune, à 8 ans. On ne commençait pas la piste. À cet âge-là, je sais plus à quel âge il commence maintenant, mais il commence un peu plus tôt que nous à l'époque. Mais à 8 ans, on faisait pas de piste. J'ai fait les deux, le foot et le vélo, pendant pas mal d'années. Ouais. Après, il a fallu faire un choix et j'ai choisi le vélo. Qu'est-ce qui fait que tu choisis le vélo plutôt que le foot ? Ma mère, elle m'a un peu forcé. Non, elle m'a pas forcé, mais j'étais dans un club. À ce moment-là, on avait déménagé et j'habitais dans le Val-de-Marne. J'étais dans un club de foot. Il y avait beaucoup de bagarres. Il y avait beaucoup de bagarres. Ma mère était pas trop fan et eux, ils aimaient beaucoup le vélo. Et j'avais des bons résultats déjà en vélo. Donc, ça s'est dirigé un peu naturellement sur le vélo. Tu te souviens de tes premières sensations quand tu as commencé la piste ? À quel âge c'était ? Est-ce que tu as ressenti un peu ? Ça, je me souviens très bien parce que j'aimais pas du tout.
Super. J'aimais vraiment pas. On m'obligeait à y aller. Quand j'ai déménagé dans le Val-de-Marne, j'étais au club de Montgeron-Vigneux dans l'Essonne, mais il est collé au Val-de-Marne. Cette ville, elle est un peu collée au Val-de-Marne. Sauf que j'allais au rassemblement de ce club-là à vélo tout seul, et il fallait que je traverse la nationale. J'étais jeune, je devais être en CM2 peut-être, CM2, Ouais, ouais. 6e. Ouais, Et c'est impressionnant. ouais, et moi ça me posait aucun problème, je le faisais, c'était normal, je me rendais peut-être pas compte. Mais le président du club, il a appris et il a dit bah non, il peut pas prendre la responsabilité que je fasse ça tout seul. Et j'ai changé de club pour aller à Villeneuve-Saint-Georges, et j'ai rencontré un éducateur qui m'a beaucoup apporté, et c'est lui qui m'a mis à la piste, qui m'a forcé à la piste parce que j'avais des dispositions selon lui déjà sur route à aller vite au sprint. Du coup, pour lui, il fallait que je fasse de la piste. Au début, c'était une fois par semaine à l'INSEP. Et commencer sur cette piste-là, bah, c'est assez effrayant. Ouais. Mais une fois qu'on est passé sur cette piste-là, après, toutes les pistes, on les passe sans problème. Mais non, je voulais enfin, c'était le mercredi, je me souviens, et mon père, C'était pas une passion au début, quoi, non, j'ai non, non, non. l'impression. Ah, non, non, vraiment pas. Je le voyais vraiment comme une corvée. Je voulais jamais y aller. Quand est-ce que tu as eu le switch un peu de c'est une corvée à j'aime vraiment y aller, à j'aime m'entraîner, j'aime peut-être retrouver les copains Sur la piste, Jamais. si, si. Sur la piste, c'est arrivé. Mon premier titre de champion de France en cadet, c'était en 2013. Cette année-là, c'était parce que championnat de France, c'est en été quand on est jeune. Du coup, cette année-là, moi, je voulais arrêter. Enfin, j'en avais marre. Je voulais arrêter le vélo. Moi, je voulais juste Ça aller. fait 10 ans que je me dis que j'en ai marre à un moment donné. Je voulais arrêter le vélo, et jusqu'à maintenant, même la route, j'aimais beaucoup faire de la route, et ça allait. C'est juste la piste, le côté piste que j'étais pas fan, quoi. Et là, je voulais vraiment tout arrêter et juste aller m'amuser et profiter un peu de mon adolescence, quoi. Et je dis que, du coup, je dis à mes proches que je vais arrêter. Ils essaient de me motiver que je continue parce que eux, ils ont sûrement vu le potentiel que moi, j'avais pas vu à ce moment-là. Mais pour autant, dans ta famille, personne n'avait fait de sport de Non. haut niveau ou quoi. Donc Ouais, c'est non. juste, ils avaient envie que tu aies une activité physique, mais pas tant peut-être des rêves de grande Oui, non, compétition. bah quoi. non, eux, ils savaient même pas vraiment ce que ça impliquait une vie Ouais. de sportif de niveau et qu'on pouvait réellement en vivre et tout ça. Eux, bah ouais, ils savaient pas faire des études et tout ça, et eux, ils savaient. C'est juste ça te fait du bien, ça te défoule Ouais, et c'est puis ça. voilà quoi. C'est ça. Et cet été-là, du coup, je fais part à Patrice que je veux arrêter le vélo et tout ça. Pour lui, c'est hors des questions. Et j'avais été sélectionné pour les championnats de France. Moi, je n'avais rien à faire. Je voulais arrêter et profiter de mon été. Et championnat de France, c'est à Hyères, dans le Var, dans le sud. Il me dit, ok, bah, tu fais championnat de France. Et après championnat de France, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'arrêter, tu peux arrêter. Du coup, je vais au championnat de France. Je finis double champion de France. Et là, t'as touché, t'as eu le goût de la victoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai continué. Et je me suis dit, bah non, ouais, c'est ces sentiments-là que je vais avoir. Et c'est c'est ce que je veux faire. Même pendant la préparation, il y avait des entraînements, du coup, en Île-de-France. Et il venait me chercher chez moi. J'habitais chez mon père à ce moment-là. Ah oui, Du coup, il donc faisait Val-de-Marne faisait, jusqu'à chez moi en Seine-et-Marne. Il me ramenait en Seine-Saint-Denis. Et après, il était motivé. Ouais, hein. il me ramenait chez moi. Et je voulais jamais y aller à chaque fois. Il venait. Quand j'étais à entraînement avec tous les autres et je faisais entraînement, après, au final, j'aimais beaucoup. Et quand est-ce que tu rejoins l'équipe de France? Et bah, cette année-là, au championnat de France, il y a les entraîneurs des pôles France qui regardent un peu pour savoir qui serait susceptible de rentrer en pôle. Ils m'en avaient parlé, après mes 2 titres, que potentiellement, bah, ils seraient intéressés pour que je puisse rentrer avec eux au pôle. J'étais pas trop chaud la première fois qu'ils m'en ont parlé, parce que en vrai, ça faisait quand même beaucoup. Je suis passé de oui, je veux quand même continuer à quitter chez moi et aller au pôle France. Ça fait quand même pas mal de changements. Et l'année d'après, j'ai eu pas mal de soucis. J'ai commencé à avoir des blessures, et des douleurs et des petits trucs qui ont un peu ralenti ma progression à ce moment-là. Et ma première année de junior, à la fin de ma première année de junior, mon niveau il était pas incroyable par rapport à l'année d'avant, parce que j'avais eu beaucoup t'avais été blessé. Ouais, c'est ça, et une démotivation. J'ai quand même été sélectionné pour les championnats d'Europe junior. On a fait une médaille de bronze par équipe, et je rentre au pôle France à l'INSEP à la fin de cette année-là, en septembre 2014. Et quand est-ce que tu te mets à rêver de grandes compétitions, de grands résultats Parce qu'à un moment donné,
j'imagine dans une carrière de haut niveau, ça vient forcément, sinon Oui. on n'y va pas quoi tous Ouais, les jours. quand je rentre à l'INSEP, on a un rythme de vie, on est qu'avec du coup des jeunes de notre âge et qui sont pareils, mais dans leur sport. Du coup, on vit tous ensemble et en vrai, c'est mes plus belles années, c'était incroyable. Cette année-là Mhm. était vraiment incroyable. Et je passe junior deuxième année. Je progresse bien cette année-là parce que forcément, je passe à m'entraîner chez moi un peu comme je veux, quand je veux, à être structuré, à m'entraîner 2 fois par jour, à manger un peu mieux que ce que je mangeais chez Mhm. moi. Du coup, ça fait qu'il y a plein de choses qui font que je progresse vite à ce moment-là. Et à la fin de cette année junior, je finis champion d'Europe junior. Et ouais, c'est à ce moment-là où j'ai vu que j'avais quand même le potentiel de faire des belles choses dans ce sport-là. Il y avait des grands noms qui t'inspiraient ou À cette époque-là, le seul que je connaissais, c'était Grégory Boger, un peu, enfin que je connaissais vraiment et que je pouvais identifier. C'était Grégory Boger parce que c'est un Guadeloupéen. Du coup, moi, Mhm. c'est assez proche de moi. Et la première fois que je vois de la piste, c'est au jeu en 2012 avec Grégory justement. Mhm. Et j'ai découvert je me suis quand Ouais, même ouais. renseigné et j'ai pris goût à découvrir d'autres personnes et d'autres grands noms qui ont fait pas mal de choses. Oui, parce qu'en général, quand on parle vélo ou cyclisme, on pense en premier lieu à la route. Ouais, Et c'est ça. après, il y a les autres disciplines qui en découlent. Mais c'est vrai que on pense d'abord aux gens qui sont sur la route, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que sur piste, il y a eu pas mal de champions olympiques, Mm. de médailles olympiques. C'est une discipline qui a toujours ramené des médailles Ouais. aux Jeux olympiques. Donc, en termes de Jeux olympiques, c'est une discipline qui est connue, mais je pense tout au long de l'année, c'est pas Ouais. une discipline qui est plus regardée que ça, malheureusement. Ouais, c'est clair. Du coup, la compète, c'est le championnat d'Europe de cyclisme sur piste à Munich. On en est en août 2022 et je suis aligné sur le kilomètre. C'est une discipline que j'ai fait ma spécialité au fur et à mesure des années parce que j'avais le profil pour. Le kilomètre, c'est un kilomètre départ arrêté. C'est-à-dire qu'on part dans une espèce de boîte arrêtée qui nous tient et on part pour 4 tours, du coup, 1 kilomètre à fond. Du coup, c'est une discipline qui est assez exigeante et qui fait très très mal aux jambes, où on a de l'acide lactique un peu partout. J'aime vraiment bien la faire. Et j'arrive sur ce championnat-là avec une très bonne année. En vrai, je me sentais vraiment bien. Je me sentais vraiment bien sur toutes les compètes que j'ai fait. J'ai eu des bons résultats. J'ai fait faisais mes records sur plein de choses cette année-là. Mais j'arrive après avoir eu le Covid. Du coup, ça faisait peut-être une semaine que j'avais repris l'entraînement. J'ai eu le Covid et on avait un stage en Allemagne juste avant la compète. Et moi, je suis arrivé, j'ai repris l'entraînement directement au stage en Allemagne juste avant. Et t'as senti que ce Covid, parce que parfois on peut l'avoir, mais ça nous impacte pas tant. Toi, ça t'a fatigué et tout Pendant le Covid, ouais, j'ai senti ça m'a vraiment fatigué pendant. Mais une fois qu'il était terminé, j'appréhendais un peu. Mais au final, les premières séances, oui, j'étais peut-être pas très très bien, mais en vrai, c'est vite passé et j'ai vite senti que ça allait. Donc c'était tant mieux pour moi. Mais il y avait ce truc où, dans ma tête, j'étais tellement bien cette année-là que ça a joué pour me pousser à pas trop penser Hmm. à ça. Rien pouvait t'arriver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et surtout que, en fait, ce qui s'est passé cette année-là, on était en 2022. L'année d'avant, c'était l'année des Jeux. J'ai fini remplaçant, moi, aux Jeux. De base, j'étais titulaire pour aller participer aux Jeux en 2020. C'était reporté à cause du Covid. Et encore le Covid. Toujours. à cause, à cause- à cause du Covid. Du coup, il a fallu refaire des tests de sélection et refaire une sélection pour les Jeux. Je me suis blessé un peu avant ces tests-là. Il y a une blessure au genou. Et c'est une blessure un peu de fatigue qui est due un peu à mon manque de vigilance. Ou enfin, du moins à mon manque. Enfin, j'écoutais pas trop mon corps à ce moment-là parce que c'était l'année des Jeux. Il y avait encore une sélection à faire. Du coup, moi, j'étais à fond. Je voulais m'entraîner. Et en musculation, je m'entraînais et j'ai eu des douleurs que j'ai pas trop écoutées. Donc, je continuais à forcer dessus, jusqu'au jour où je suis arrivé en musculation et j'arrivais plus à porter mon poids de corps. Hmm. Et là, c'était trop tard pour faire quoi que ce Bah ouais. soit. Et j'ai dû m'arrêter pas mal de temps. J'ai dû faire une rééducation hyper accélérée pour essayer de, encore une fois, revenir au niveau olympique pour Hmm. retrouver ma place. Je suis revenu à un bon niveau,
mais pas suffisamment pour pouvoir prétendre à cette place de titulaire. Du coup, je suis parti aux Jeux de Tokyo en 2021 en tant que remplaçant, en étant blessé, en étant toujours Double blessé. coup de massue, quoi. Ouais, c'était pas facile à gérer, mais on m'amène au jeu à ce moment-là avec un peu l'espoir de connaître Paris et de préparer et de voir au moins une fois les jeux avant Paris, quoi, parce que ça allait être vraiment différent, surtout que là c'était pendant les jeux pendant Covid et les jeux à Paris. En tant que Français, ça va être vraiment différent. Ouais, Et puis pas de public, ouais, un c'est ça. public de fou, enfin, tout est C'est ça. vraiment à l'opposé, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaye de faire tout ce qu'il faut pour aller bien et au cas où il y a besoin que je rentre, il faut que je rentre et que j'assure ma place. Du coup, quand je suis là-bas, je fais mes séances d'entraînement comme tout le monde au Vélodrome. Et quand on rentre au village, on était au village annexe, je dois encore faire des séances de rééducation Wow. et je fais plein de trucs pour que ça aille mieux. Et ça va. Et en vrai, ça va. J'ai mal. J'ai mal, mais ça va. S'il y a besoin, je peux le faire. Et si tu dois entrer sur Ouais, la c'est piste, ça. tu le feras, Et quoi. j'ai le niveau pour assurer ma place. Donc ça va. On est assez serein. Il n'y a pas eu besoin. Ils ont fait une médaille de bronze. Donc ça s'est bien passé. Et on rentre des jeux. Faut que je me soigne réellement et que je prenne le temps de le faire. Sauf que à ce moment-là, c'est dur. C'est ce que je me retrouve tout seul et un peu à devoir prendre des décisions. Et c'était soit arrêter parce que avant ça, j'ai connu pas mal de blessures déjà qui ont un peu freiné mon évolution. Et là, c'était dur, donc je me suis dit, c'est soit j'arrête à ce moment-là, j'avais pas de problème avec ça, avec le fait d'arrêter et tout. Je me suis dit, j'ai essayé. En vrai, j'ai vécu des choses assez incroyables et Ouais, puis même si t'étais à Tokyo en tant que remplaçant, t'as quand même ouais, vécu une Olympiade, alors oui, qui oui, était effectivement différente de toutes les autres. ouais, c'est ça. Mais tu peux quand même avoir cette satisfaction d'y avoir été, d'avoir vécu l'ambiance Ouais. au Ouais, village. c'est carrément ça. Et je me dis, en vrai, j'ai vu des pays que j'aurais jamais vu en temps normal. J'ai rencontré des personnes, j'ai vécu des émotions formidables, donc j'avais pas de problème avec ça. Mais du coup, non, je me suis dit, non, je vais continuer et je vais faire la rééducation à fond. Je vais tout prendre, parce que là, j'ai le temps. Du coup, je vais vraiment prendre le temps. Je repars pour une année. Si cette année-là, elle se passe pas comme je veux et que tout va pas bien, je vais pas forcer éternellement, je vais arrêter. Mais je fais tout ce qu'il faut pour pas avoir de regrets et je repars pour une année. Je pars, je sais plus combien de semaines, plus d'un mois, c'est sûr, En rééducation. en rééducation Ouais. à Bayonne avec un kiné que je connais depuis que j'ai commencé en équipe de France. Il m'a remis sur pied plus d'une fois. Et même mentalement, c'était un soutien parce qu'il me connaissait et du coup, mentalement, Ouais. c'était vraiment un soutien et c'est devenu un ami. Et je pars pour cette rééducation-là, ça se passe bien. Je le vois 2 fois par jour, pareil, à son cabinet. Et ça se passe bien, je fais tout ce qu'il faut et je reviens sur piste à l'entraînement. Je fais toute la préparation hivernale et je me sens hyper bien. Et je me sens vraiment hyper bien, je Comme quoi, progresse. quand on donne du temps à son corps, Ouais, finalement, on revient en meilleure forme. ouais, c'est clair. En vrai, c'est important. Depuis, j'ai appris à pas mal l'écouter. Du coup, c'est l'année 2022. C'est le premier championnat de l'année. Toutes les compétitions avant, c'était des Coupes du Monde, des Grands Prix, tout ça. Là, c'est le premier championnat de l'année. Et j'arrive en mode, il faut que je confirme un peu tout ce que j'ai pu faire en entraînement, ce que j'ai pu montrer tout l'hiver. Faut que ça se concrétise sur un championnat, sinon ça sert pas à grand chose. Donc j'arrive pas avec de la pression parce que je suis pas attendu par les autres, on va dire. En équipe de France, les coachs, ils savent que je suis en forme et que je suis bien à ce moment-là. Oui. Mais d'un point de vue général, je suis pas plus attendu que ça. Du coup, j'arrive pas avec beaucoup de pression. Mais j'arrive avec ce truc de si je repars pas de là avec un titre, ouais, c'est relou, c'est un échec, Ouais. un échec Là, un c'est peu. bon, j'arrête tout. Ouais, non, non, même pas. Non, même pas. Non, là, c'était même pas ça, mais c'était vraiment un objectif là que je m'étais fixé de oui, il faut que ça se concrétise et il faut que je gagne. Ça l'a fait. Et ce qui était bien à ce moment-là, c'est que c'était un super championnat d'Europe. Du coup, à Munich, à ce moment-là, il y avait tout plein de disciplines. Ça faisait un peu comme des mini-jeux. Ce concept-là, il était bien parce que ça permet, parce qu'il y a des sports qui sont plus médiatisés que d'autres, et de tout mettre en même temps, comme pour les jeux, ça permet de voir d'autres sports qui sont un peu moins vus habituellement. Et c'était vraiment bien. Il y a eu pas mal de retombées médiatiques. J'avais eu un petit carré sur la couverture de l'équipe et tout. Ah ouais, la C'était trop fierté. stylé. Ouais, c'était trop stylé. C'était des souvenirs assez incroyables. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu grâce Ouais. à ce championnat-là. Parce que j'ai fait 3 courses à ce championnat-là et 3 médailles. Du coup, les trois couleurs.
Ouais, c'était vraiment Et cette course où tu gagnes l'or, il y a différentes phases. Enfin, c'est pas tout de suite la finale, il y a d'abord des qualifications. Ouais, c'est ça. Quand toi, t'arrives en finale, au moment de ta course finale, vraiment, il se passe quoi dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis, quoi? Le matin, on a les qualifs, du coup, c'est ça. Les 7 premiers, ils sont qualifiés pour la finale. En qualification, je fais le meilleur temps. Du coup, je passe en dernier à la finale. Et à ce moment-là, on avait deux coachs, Grégory Boger et Herman Terrain. Greg, c'était cette année-là, depuis l'hiver, c'était le coach qui faisait nos plans d'entraînement et qui nous entraînait avec Herman. Herman, c'était mon coach depuis que je suis entré à l'INSEP, depuis que je suis petit. Du coup, qui me connaît très bien. Et Grégory, c'était un peu plus lui qui avait pris la main cet hiver-là sur la préparation. Et les deux, ils sont sur l'événement, mais c'est Herman qui me coach tactiquement, on va dire, sur le kilomètre ce jour-là. Et on arrive l'après-midi, lui, il a regardé un peu les temps, les adversaires, tout ça. Il a fait les trucs que font les coachs pendant les pauses, on va dire. Et il arrive avec une stratégie où au kilomètre, souvent, c'est tu pars à fond, tu continues à fond et tu finis comme tu peux, comme tu peux, quoi. Et ce jour-là, Herman, il arrive, il me dit tu vas partir vite, mais pas à fond, et tu vas essayer d'accélérer au fur et à mesure, de mettre plus d'intensité au fur et à mesure de la course des 4 kilomètres. Et personne n'était en dessous de la minute. Quand moi je me mets sur la ligne, c'est un Italien qui vient de passer. Il a fait un bon temps parce que par rapport au matin, il n'a pas perdu beaucoup de temps. En général, on perd un peu, mais il est au-dessus de la minute à ce moment-là. Et du coup, ça met un peu de pression parce que son temps, l'après-midi, il était bien. Il était très bien même. Et j'arrive sur la ligne avec le plan d'Herman en tête. Et tu le suis? Ouais, je le suis. Je le suis. Bah, moi, en vrai, en tant qu'athlète, sur ça, je suis pas. T'es pas trop tête brûlée, quoi. Je suis pas compliqué qu'on me dit un truc. Après, forcément, faut que j'y croie et je sois convaincu que ça va marcher. Mais là, après, lui, il me connaît très bien et il sait que je suis capable de le faire comme ça. Du coup, je le suis je le suis à la lettre, et même un peu trop, où ça fait une petite prière à un moment. Ah ouais. Où je pars, là c'est 4 km, mais sauf que c'est une 200 mètres la piste, pas une 250. Du coup, en général, c'est 4 tours, sauf que là, c'est 5 tours pour faire le kilomètre. Ouais. Je pars vite, je fais mes 2 premiers tours, et je suis derrière au niveau du temps, ça. Moi, je le vois pas, mais au comportement de Herman, je sais que je suis... Parce que tu l'entends sur le bord de la piste, ouais, il te crie des choses. J'arrive, on n'entend pas beaucoup, parce que des fois, il y a beaucoup de bruit. Ouais. Quand il y a une personne que je dois entendre, j'arrive à entendre cette personne-là, je sais pas pourquoi, mais j'arrive à l'entendre. Et je fais mes 2 premiers tours, et je le vois s'exciter sur le bord en me disant faut que t'en mettes et tout ça, faut que t'en mettes. Je fais le 3e tour, il me dit de continuer parce que je reviens, je regrappille du temps. Je fais le 4e, et c'est à la fin du 4e que là j'entends le public et que je sais que c'est à ce moment-là que je repasse devant. Ouais, c'est ça. Du coup, dans ces courses-là, j'ai été devant, sur 1 kilomètre, j'ai été devant 200 mètres. Mais ça suffit. Ouais, c'est ça. Et ça me suffit à gagner, et je repasse sous la minute. Je suis le seul l'après-midi, du coup, à repasser une 2e fois sous la minute. Allez, le temps à battre, une 0-0-89 pour Melvin Landerneau, meilleur temps des qualifications ce matin. Allez, la sortie de la machine, on va attendre d'avoir le premier passage pour se faire une idée. Ah, il est juste derrière, juste derrière. Allez Melvin, il faut pouvoir réussir à tout mettre dans le bon ordre. Là, ça reste dans les eaux du meilleur temps. Et la position sur les prolongateurs, hein, Melvin qui a pris de la masse également ces dernières années. Oh, j'ai l'impression qu'il arrive à gérer son allure. Est-ce que c'est pour mieux finir, garder un petit peu plus de force? Allez, 2 dixièmes, ça commence à être dur, mais c'est maintenant. Voilà. Est-ce qu'il va être capable d'accélérer? Allez, il accélère maintenant. Il accélère. Ça y est, il a repris un tout petit peu de temps. Allez, là, il doit faire la différence. Allez, Melvin. Quelques centièmes, Melvin Landerneau. Allez, c'est maintenant. Allez. Oui, il revient. Allez, encore, jusqu'au bout. Il va finir très très fort, Melvin. Allez, Melvin, garde ta trajectoire. De champion d'Europe du contre-la-montre, il est devant. Allez. Melvin, encore 50 mètres, ça va le faire. Allez. Ensuite, Melvin, oui. Il est champion d'Europe. Melvin Landerneau, champion d'Europe du contre-la-montre, mesdames et messieurs. C'était assez fou parce qu'après j'ai re-regardé la course, la stratégie que j'ai fait, elle se voit vraiment, et les commentateurs ils l'ont compris, et c'était un moment très très fort.
Parce on dirait il y avait beaucoup de Français dans le public, parce que quand t'es en Allemagne, du coup, il y avait pas mal de personnes qui font le déplacement. Ouais, c'était un moment très très fort. J'étais avec c'était un staff qui savait tous par quoi j'étais passé à ce moment-là. Du coup, ils étaient tous très contents pour moi. C'était assez incroyable. Je me rappelle très bien de tout ce qui s'est passé ce jour-là, et même ce championnat-là, je me rappelle très très bien parce que c'était formidable pour moi. C'est ton plus beau résultat encore aujourd'hui, tu crois? Le titre de vice-champion du monde, c'était ici. Ça se vaut, je pense. Ça se vaut. Et ce titre de champion d'Europe, c'est aussi un peu tout le travail que tu as fait qui paye enfin, quoi. C'est surtout que je m'étais dit en début d'année, c'est cette année où c'est pas grave, tant pis. C'est bien de voir que quand on fait bien les choses, quand on prend le temps de bien les faire et de bien travailler, ça finit par payer tôt ou tard. T'as l'impression qu'après ça, tu changes de dimension, un peu, que t'es plus attendu, que t'es plus regardé, tu vois, sur les courses? Je suis un peu plus regardé. Pour les championnats du monde ici, c'était un peu ce truc, en vrai, s'il fait pas médaille, Échec. ouais, c'est un échec. Il y avait le titre ici aurait été dur à aller chercher. Il y avait un Hollandais mais même encore aujourd'hui, qui est très très fort et qui était un peu inatteignable. Mais du coup, tu l'as battu sur les Europes? Non, justement, aux Europes, lui, il avait choisi de pas venir. Du coup, c'est pour ça. Et donc ça n'enlève rien à ta vie. Non, c'est pour ça. Et du coup, ici, c'était médaille, mais le titre aurait été dur à aller chercher. Donc ça, même il y a même je recevais quand je voyais certains athlètes d'autres nations qui me disaient, ouais, au monde tu vas gagner et tout, machin. Dans ma tête, je savais que je pouvais faire quelque chose de bien, mais de là à les gagner, c'était autre chose. Même si quand je me rentre sur la ligne, tous mes amis, toute ma famille dans le public, moi j'y vais à fond et j'y vais pour faire le meilleur temps possible. Je finis deuxième. Je pensais que après une année comme ça allait être hyper facile de retourner au travail et de refaire tout ce qu'il faut, et qu'à partir de ce moment-là, c'était parti et que j'allais enchaîner les années un peu comme ça. Pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Après ça, je pars en vacances et je reviens et j'ai l'envie de bien faire les choses et de refaire et de reproduire ce schéma-là, mais ça se passe pas du tout comme ça. C'est hyper dur. Je pense que cette année-là, elle m'a énormément coûté en termes d'implication et de boulot à faire et à produire. Et je pense hyper fatigué. J'ai beaucoup couru cette année-là. J'ai fait quasiment toutes les compétitions de l'année et ça m'a éprouvé, mais je fais quand même attention. Je continue à écouter mon corps, à faire attention. Je me reblesse. Ouais. Je me reblesse Décidément. ouais, un peu plus d'un an des Jeux. Du coup, je me reblesse. C'était la même blessure, c'est une rechute. C'était la même chose. Et au moins, tu savais comment réparer. Oui, là, en vrai, quand je me reblesse, il y avait même pas eu de questionnement ni rien. Ça allait. J'ai pris ma valise, je suis retourné dans le sud. J'ai jamais retrouvé les sensations que j'avais en 2022, ou le niveau par rapport aux autres que j'avais cette année-là. Je suis revenu à un bon niveau parce que j'ai refait en 2023, je fais médaille de bronze au kilomètre. Et c'est aux Europes. Ouais, aux Europes, c'est ça. En début d'année 2023. Et c'est après, d'ailleurs, ce championnat-là, que j'avais déjà des douleurs et tout. Mais c'est après ça que j'ai dit, ouais, là, je pense que c'est le moment de stopper et de faire attention. Et même à ce moment-là où je pars en rééducation, il n'y a même pas ce questionnement de Paris ou pas Paris. C'est j'y vais parce qu'il faut que je sois bien pour être sélectionné pour Paris. Donc j'étais vraiment dans un environnement très sain à ce niveau-là, à ce moment-là. Même avec tout ça, j'ai jamais quand même retrouvé ce niveau-là. Donc à Paris, une nouvelle fois, remplaçant. Le doute sur ma première éducation. Quand je vais dans le sud, au début, j'arrive là-bas et je fais des choses et je me dis, mais je progresse pas du tout. J'y vais tous les jours, 2 fois par jour, et je me vois pas du tout progresser. Je me dis, mais je vais jamais y arriver. J'ai des douleurs, j'ai toujours mal.
Donc je commence à douter et j'en fais part du coup à mon kiné à ce moment-là. Et lui, il est pas du tout dans la même optique que moi. Pour lui, c'est normal, c'est normal ce qui se passe. Et moi, c'était pas du tout. Enfin, je le voyais pas du tout. Je le voyais pas du tout comme ça. Je me dis mais c'est pas possible. Je suis un sportif de haut niveau. J'ai l'habitude de faire des charges de travail assez énormes. Et là, de faire des trucs basiques, je galère et je suis au bout du rouleau. Donc c'est pas possible. Enfin, je vais jamais voir le bout. Et en vrai, ça c'est eu un déclic. Assez instantané quelques temps après où je passe je veux jamais voir le bout et j'y arrive pas. Mais trop bien là, je me sens déjà je me sens déjà bien mieux et ça va le faire quoi. Surprise. En 2019, on commence à parler de moi pour être potentiellement un titulaire pour les Jeux de 2020 parce que pareil ça va être l'histoire un peu de ma carrière. Début 2019, je suis blessé. Là, ça fait pas mal d'années que je suis blessé et c'est une blessure c'est une pubalgie. Du coup, c'est pas du tout une blessure de cycliste. En général, c'est les footballeurs qui ont ça et on comprend pas trop comment. Mais attends, t'as été footballeur dans ta jeune carrière. C'était sûrement les restes. C'est pour ça. Et hyper dur de s'en défaire. On fait plein de trucs. On va voir des spécialistes de ça qui ont l'habitude de travailler avec des footballeurs et tout ça, mais il y a rien qui ça part pas. J'ai mal et je peux pas. Il y a des trucs que je peux pas faire et ça freine ma progression depuis que je suis sorti. Depuis ma première année espoir à sortie des juniors en 2016 où je sors comme étant l'un des juniors les plus prometteurs un peu de ma génération et de 2016 à 2019 j'ai quelques périodes où je me sens bien et je fais des résultats chez les élites ou chez les espoirs, des médailles, des titres et tout ça, mais rien de bien stable et sur du long terme en fait. Et 2019 encore le même kiné, Franck, il me fait un programme de rééducation pour ma pubalgie et c'est ça qui a fait qu'elle est partie. Elle est partie, je veux dire du jour au lendemain, c'est pas vraiment du jour au lendemain parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus à faire tous les exos hyper chiants que je devais faire et c'est parti. Et en tout cas, tu respectes les consignes. Oui. J'ai l'impression que quand on te dit il faut faire ça, c'est bon, tu suis. Quand j'y crois et que j'ai confiance en ma personne, ça va, je peux faire plein de choses. Et ça part. Et du coup, la saison 2019, je la fais. C'est toujours. Là, c'était Herman, mon entraîneur. Il n'y avait que Herman. Et je reviens. Ça faisait pas longtemps que j'avais repris l'entraînement. Il m'envoie sur une compète en Allemagne. Je fais cette compète-là. Je bats le champion du monde en titre sur la vitesse. Je le bats à ce moment-là et c'était là c'était une grosse un peu une grosse surprise que moi j'y allais à la base en mode c'est ma reprise, je veux voir un peu comment ça va être et tout ça. Je me sentais hyper bien, je bats le champion du monde, tout le monde un peu surpris et moi aussi surpris et ça me donne de la confiance pour tout le reste de la saison où je me sens vraiment bien, je fais des belles choses en compétition, j'arrive sur des compétitions où j'étais même pas prévu à la base et je perf et ça se passe bien. Je suis ça te donne la confiance pour la suite quoi. C'est ça. Il y a la vitesse par équipe où c'est la discipline un peu qui prime nous en sprint, c'est ça. Que pour faire les jeux, il faut être dans cette vitesse par équipe là, sinon on peut pas les faire. Jusqu'à maintenant, j'étais toujours au deuxième poste, du coup relayeur. Il y a le démarreur, le relayeur et le finisseur. À cette année-là, on décide de me mettre en finisseur parce qu'on décide aussi de me faire commencer le kilomètre que je ne faisais pas avant. Sur mes premières vitesses par équipe en tant que relayeur, je fais des temps hyper bien. Au kilomètre, pareil, je fais des temps hyper bien pour un début. Tout le monde était un peu surpris, donc cette année-là, c'était vraiment une surprise. On arrive sur une Coupe du Monde à Glasgow en vitesse par équipe. On fait le record de France en vitesse par équipe. Sur le troisième tour, je fais un temps qui, à cette époque-là, dans le monde, je crois qu'il y avait un Hollandais. Du coup, l'Hollandais du kilomètre là, qui était hyper fort, qui avait déjà fait ça, et peut-être un autre au niveau de la mer et tout, mais sinon ça avait pas été trop fait à ce moment-là. Donc là, je change un peu de statut, même au niveau de la fédération, des coachs et tout ça, ça me fait changer de statut et à ce moment-là, on commence à parler de moi pour les Jeux. Ouais, c'est ça, pour les Jeux, pour faire les championnats du monde et pour avoir cette place de titulaire. Donc je passe en un an je suis blessé je galère à même pas être là en discussion, je passe vraiment en mode oui, ça peut être le titulaire pour les Jeux. Du coup, je passe un peu du tout au tout à ce moment-là. Et en fait, c'est fou parce que dans ta carrière, si on regarde en termes de résultats, t'as eu des résultats,
Mais tu vois, juste en tant que supporter, on peut se dire, bon, c'est pas non plus le leader de l'équipe, quoi. Oui, ouais. Et malgré tout, en fait, t'as quand même performé, t'as battu le champion du monde en titre, t'as été titulaire en équipe de France, remplaçant au jeu. J'ai l'impression que ça a toujours oscillé un peu entre on me fait confiance et je suis titulaire et en fait, je retourne sur le banc parce que je me blesse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Je pense que les blessures. Après, je veux pas. Enfin, ça fait partie de ma carrière et de mon parcours. C'est comme ça. Mais les blessures m'ont, je pense, privé de pas mal de choses et de titres et de médailles, je pense. Bon, je pars du principe que si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était comme ça. Et maintenant, quand il m'arrive des trucs un peu galères, je me fais même plus de soucis. C'est comme là, là, par exemple, là, l'exemple, il est assez bien pour la période où je me fais percuter par un camion pendant l'entraînement. C'est surprenant, ça fait peur et tout ça. Parce que j'ai pas vu venir le camion. Mais mon premier réflexe, c'est juste de savoir si j'ai rien de cassé. Et moi, je me dis, j'ai rien de cassé. En vrai, dès que j'aurai fini ça, je retourne sur le vélo et tout mon parcours m'a déjà montré que dès que j'avais des moments où c'était difficile, juste après, c'était des bons moments. Donc là, tu sais revenir, tu sais reperformer. Donc là, j'espère et je pense qu'il va y avoir des bons moments qui vont arriver. On remercie le camion du coup ou pas parce que quand même pas. Quand même pas, mais ouais, je me fais plus trop de soucis. Ça va, j'arrive à relativiser par rapport à ça. Toi, c'est vrai que du coup, si on se concentre sur les 2 Olympiades, les 2 fois, enfin en tout cas pour Tokyo, on t'annonce titulaire. Bon, après, on sait, les gens sont reportés, etc. Tu te blesses, tu nous l'as expliqué. Donc tu termines sur le banc des remplaçants. Et rebelote pour Paris. Comment est-ce que tu vis ça, toi, en étant de l'intérieur et en même temps pas sur la piste ? Ces 2 Olympiades-là, en tant que remplaçant, les 2, c'était vraiment très, très différentes. Parce que la première à Tokyo, je finis remplaçant. Après avoir été pressenti à être titulaire, mais venu de nulle part un peu. Donc même une place de remplaçant, c'était un peu inattendu à ce moment-là. Et pour Paris, c'était un peu il faut que normalement il faut que je sois titulaire indiscutable parce que j'aurais repris un peu tous mes moyens, j'ai pris le temps et surtout après mon année 2022, j'aurais dû être titulaire indiscutable. Après, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, nous, même au sein de notre équipe, que ce soit sur le vélo et en dehors et tout, qui ont fait que ça se passe comme ça. Et j'étais pas du tout. Pourquoi c'était remplaçant ? Oui, non. Enfin, oui, moi j'ai compris. Enfin, je sais pourquoi j'étais remplaçant et en vrai, si j'avais eu le niveau nécessaire pour être indiscutable, j'aurais été titulaire et il y a pas de souci pour ça. En vrai, la sélection à ce moment-là, on était 4. On est 4 et il y aurait pu avoir plusieurs formations possibles. Là, ils ont choisi celle-là et moi, il y a aucun souci par rapport à ça. Dans les faits et dans mon état d'esprit, à Tokyo, j'étais vraiment là pour découvrir, accompagner cette équipe-là et apporter mon soutien. À Paris, c'était différent. C'était différent. Et j'étais là. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi s'il y avait besoin. Que j'étais un remplaçant solide. Ouais, je sais pas si il y a pas beaucoup de nations qui avaient un remplaçant qui avait mon niveau, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui est chiant, on va dire, ou qui embête les autres et qui est là à tout le temps à rabâcher plein de choses. Moi, à partir du moment que la décision a été prise, c'est ma place et il y a pas de souci. Mais dans le soutien que je pense que j'ai pu leur apporter moralement, c'était un peu faites votre truc, mais me parlez pas. En vrai, c'était un peu ça, quoi. C'était un peu ça et je suis tombé dans ce truc-là où c'était censé, parce que toute l'Olympiade elle a été difficile avec l'équipe parce qu'il y a eu tout plein d'histoires avec les coachs, avec les trucs, donc c'était compliqué. Donc j'arrive à ce moment-là blasé en mode non, j'ai pas envie de les soutenir plus que ça, quoi. Et j'ai été là-bas pour vivre ce moment-là et au final c'était quand même bien et c'était bien à vivre parce que j'ai vécu l'intérieur, mais c'était et différent. comment du coup tu vis, parce que tu vois, j'ai rencontré plusieurs athlètes de haut niveau qui gardent pas des souvenirs exceptionnels de Paris parce que manque de réussite ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on est dans
une quinzaine où il y a une ferveur populaire. Enfin, toute la France est en feu, tu vois, de joie à vivre ce grand moment de bonheur. Comment toi, du coup, tu vis, parce que tu le partages pas forcément, quoi, ce moment de joie avec la France entière. Ouais, c'est ça. Bah, moi, ça va parce que quand j'arrive là-bas, je suis pas surpris de pas avoir les résultats escomptés parce que je suis remplaçant. Je le sais avant donc j'arrive là-bas, dans ma tête, je suis remplaçant, donc je vais pas vivre, j'ai pas d'espoir de médaille ou de vivre des émotions incroyables. Je sais déjà ce qui m'attend à ce niveau-là. Donc, tout ce que je vis, les choses que je vois, et l'ambiance que je ressens, c'est un plus et c'est juste cool à vivre. Mais j'ai pas eu de déception comme des personnes qui sont arrivées là préparées et qui voulaient des médailles ou des résultats qui ont pas eu. Moi, c'était juste cool de vivre l'ambiance. Paris, c'était incroyable. Je pense que c'était la meilleure. Parce que du coup, toi, t'as pu kiffer tout ce qui se passait au village. Ouais, c'est ça. Nous, on était on était dans un château pas loin d'ici. Ok. Parce que le village était un peu loin à faire le trajet. Mais après, oui, j'ai été au village quelques fois, j'ai vu de sport et tout. Et en vrai, pour moi, c'était différent à ce moment-là. Quand je fais les jeux, dans ma tête, j'ai déjà... je suis au jeu, mais je suis déjà à l'après. Et je pense déjà à ce truc que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est arrêter sprint et faire de l'endurance. Du coup, en vrai, moi, tout ce que je vivais là, c'était un plus. Après, oui, c'était dur de pas vraiment vivre ce truc-là, surtout avec les championnats du monde qu'on a connus ici, qui était incroyable avec le public, de vraiment pas être sur la piste et de vivre ça pleinement. Oui, c'était dur, mais je m'y étais déjà préparé, donc ça a été au final. Donc là, tu nous en as un peu parlé. Maintenant, tu essayes de t'orienter plus sur l'endurance. Qu'est-ce qui fait le switch dans ta tête? Et du coup, en termes d'épreuve, parce que tu nous as bien expliqué le kilomètre, qu'est-ce qui change pour toi? Moi, je me dirige vers ça parce que ça faisait un peu plus de 10 ans que je faisais du sprint et que je faisais toujours la même chose, tous les jours au vélodrome, beaucoup d'entraînement, pas beaucoup de compétition. Moi, j'aime beaucoup courir et les confrontations et tout ça. Du coup, je passe beaucoup de temps à l'entraînement pour des compétitions qui durent une fraction de seconde au final. Parce que si tu finis sous la minute. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est la discipline la plus longue. Les autres, elles sont beaucoup plus courtes. Et donc, j'avais envie aussi à ce moment-là de voir autre chose et de faire autre chose. J'aimais faire du sprint et tout ça. C'était pas un souci, mais j'étais arrivé au moment où je me disais, je vais aller essayer autre chose. Et après, c'est autre chose. C'est pas non plus que j'ai pas changé de sport. C'est un peu différent, mais j'ai pas non plus changé de sport parce que moi, ce que je vis, c'est la poursuite par équipe. La poursuite par équipe, c'est sur 4 km. C'est des équipes de 4. Du coup, on part à 4. Et on doit finir à 3. Et moi, j'ai le profil d'un sprinter assez résistant. Du coup, moi, je vais pas finir les 4 bornes, je vais pas les finir. Mais je dois aider au maximum. Mon rôle, ce serait d'aider au maximum l'équipe pendant ces 4 km pour les économiser et faire en sorte qu'ils aillent le plus rapidement possible sur toutes ces carbones. Du coup, pour plutôt se mettre en tête de peloton et lâcher à un moment donné. Ouais, c'est ça. Et pour qu'ils aient juste suivi l'aspiration. Ouais, c'est ça. Et vu que j'ai un assez gros gabarit, du coup, derrière moi, ils sont bien, par rapport à eux. Ils sont protégés. Ouais, ils sont bien protégés. Et j'ai cette aisance à pouvoir aller chercher parce que je suis sprinter, à aller chercher une haute vitesse plus rapidement que eux et que ça me coûte moins d'énergie que eux. Et en étant derrière moi, ils vont être plus à l'aise et économiser plus d'énergie. Donc ça sera un peu ça mon rôle si j'y arrive, parce qu'il y a encore là ça va faire 1 an en janvier que j'ai commencé à m'entraîner en vue de ça. J'ai bien progressé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais et tu commences les compétitions en endurance là en janvier? Là, en janvier, ce sera mon premier championnat de France en endurance. Mais au championnat de France, il n'y a pas la discipline de poursuite par équipe. Okay. Là, je veux juste faire des compétitions d'endurance. Et là, ça va être ma premier vrai test, un peu, on va dire, pour savoir où j'en suis. Même si ça n'a vraiment rien à voir avec la poursuite, ça permet quand même de voir un peu ma progression. Donc j'ai hâte, en vrai, ça sera cool. J'espère que je vais pouvoir retourner m'entraîner sérieusement bientôt, parce que c'est dans 1 mois du coup maintenant, et on verra bien. Mais j'aime beaucoup ce que je fais maintenant. Ça fait comme si j'avais commencé un nouveau sport, parce que je m'entraîne différemment, je m'entraîne beaucoup plus dehors. J'habite dans le sud maintenant, du coup je m'entraîne un peu au soleil. et c'est cool d'avoir ce truc de la route et de la piste. Et c'est moins monotone, ça me permet de changer d'environnement assez souvent et de voir différentes choses souvent. Et t'es dans quel état d'esprit? T'as relancé un cycle de 1 an avec les championnats du monde, etc. ou t'as relancé un cycle
De 4 ans en vue de Los Angeles. Bah là, de 4 ans, parce que vu que j'ai tout à construire un peu, en 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, c'est trop court pour avoir vraiment les fruits de ça. Donc c'est vraiment 4 ans où on prend le temps de bien faire la progression, de bien faire les choses pour être au niveau. Même si il faut que je sois au niveau bien avant Los Angeles, parce que pour être sélectionné et pour avoir mes chances, il faudrait déjà que j'ai fait pas mal de compétitions avant. Donc oui, c'est un cycle de 4 ans, mais il faudra être au niveau bien avant. Et tu sens que c'est possible? Oui, je sens que c'est oui, oui, je sens que c'est possible. Moi j'y crois, et mes proches aussi. Mon nouvel entraîneur que j'ai depuis 1 an aussi, il y croit. Je suis à fond dedans et j'ai bien progressé déjà. Je fais déjà des belles choses quand je suis en rassemblement avec l'équipe de France. Donc oui, c'est prometteur. On arrive sur les 2 dernières questions du podcast que je pose à tous mes invités. La première, c'est si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète, quel qu'il soit, quel que soit son sport, sa pratique, enfin voilà, peu importe, le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? Je vais dire Odell Beckham. C'est un genre de foot US. J'aurais pu dire le foot normal, mais je me suis toujours dit que si j'avais dû refaire un peu ma vie en choisissant autre chose que le vélo, j'aurais fait du foot US. Je serais parti aux États-Unis faire l'université. Avoir une bourse d'études. Ouais, c'est ça. J'aurais tout fait pour ça parce que j'aime trop le sport. Et au final, ça se rapproche un peu de ce que je faisais. Hein. C'est des séquences qui sont très courtes et très intenses et que j'aime beaucoup regarder. J'en ai jamais fait, mais être le running back d'une équipe, là, attraper les balles et tout, je pense que j'aurais fait ça. En même temps, là, pour l'instant, je te le conseille pas parce que tu risques de prendre des coups, des plaquages et tout. Bon, c'est peut-être pas... pour la commotion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais oui, Odell Beckham, ouais. Et enfin, dernière question. À quel athlète est-ce que tu souhaiterais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Thomas Jordier. C'est un coureur de 400 et il a une histoire vraiment incroyable en vrai. Il faisait du vélo avant. On faisait du vélo, on a fait du vélo dans le même club pendant pas mal d'années. Du coup, on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'on est jeune. Et il est parti à l'athlétisme après que la même personne que moi, Patrice, lui ait dit essaye, qu'il voyait qu'il avait des prédispositions à aller super vite, essaye d'atteler. Et il a essayé d'atteler et ça a marché hyper rapidement pour lui. Okay. Il a fait les jeux, il a eu des bons résultats. Donc je pense qu'il a un parcours hyper intéressant et que ce serait sympa à entendre. Et grave, je l'attends à ce micro alors. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps, pour ton témoignage, et puis je te souhaite une belle saison 2026 et surtout de la réussite dans ce nouveau projet d'endurance. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!